Véronique Ovaldé, La grâce des brigands. Première partie, Maria Christina Vaatonen. Les calmes après-midi du bord de mer. Maria Christina Vaatonen, la vilaine sœur, adorait habiter à Santa Monica. La première raison de cette inclination, celle qu'elle n'avouerait sans doute pas, ou alors seulement sous forme de boutade, en riant très fort et très brièvement, c'est qu'elle avait la possibilité à tout moment de déguster des cocktails de crevettes et des glaces à la pastèque sur le front de mer. Elle pouvait s'asseoir dans un restaurant pour touristes aisés où le serveur l'interpellait par son prénom et ajoutait toujours des cacahuètes pilées à ses crevettes. Il ne disait pas cacahuètes, il disait « Je vous ai mis des arachides, Maria Christina », et il roulait les R suavement, peut-être pour faire croire qu'il n'était pas du coin. Et Maria Christina pouvait s'installer sur la terrasse du restaurant à une table qu'aucun client de passage n'aurait eu le droit d'occuper. La terrasse surplombait la baie du haut de ses pilotis, et on y sirotait des sangrias avec lenteur en contemplant le soleil qui disparaissait au fond du Pacifique dans une apothéose fuchsia. Puis Maria Christina pouvait décider de prendre sa décapotable verte et rouler le plus vite possible sur l'autoroute, remonter la nuit Mulholland Drive au volant de sa voiture et sentir le vent frais qui vient des jardins des multimillionnaires, les jardins qu'on arrose à minuit pour que les orchidées et les roses au nom latin se sentent à leur aise. Elle pouvait goûter sur son visage l'humidité des bambouseraies qu'on fait pousser en plein désert. Et ensuite, rentrer chez elle, à l'heure qui lui plaisait, garer sa voiture en mordant sur le trottoir près du petit chemin qui descend vers la plage, claquer la porte de son appartement, jeter les clés par terre, se défaire de ses vêtements en les laissant simplement tomber sur le sol, mettre très fort la musique et allumer toutes les lumières comme si elle avait une mini-centrale électrique pour son usage personnel dans le sous-sol. Elle pouvait faire tout cela, mais elle ne le faisait quasiment jamais. La possibilité seule l'enchantait et lui suffisait. Maria Christina Vaatonen aurait probablement aimé être une femme scandaleuse. Malgré ce désir, elle ne faisait que goûter plaisamment sa vie d'écrivain et la modeste notoriété que son succès accompagnait. C'était l'autre raison pour laquelle elle appréciait d'habiter à Santa Monica. Une communauté d'écrivains dépressifs et ou kakoshimes y vivait, arpentant les pontons comme de vieux squales à la recherche d'éperlans. Ils avaient tous tenté de devenir scénaristes ou présentateurs d'émissions culturelles. Ils avaient réussi ou échoué, là n'était pas la question. Et ils fumaient des cigarillos en regardant la mer et en imaginant s'exiler à Tanger, Paris ou Kyoto. L'un de ces vieux écrivains était l'homme le plus important de la vie de Maria Christina. Maria Christina avait 30 ans, ou 31 ou 32, et elle se trouvait encore dans l'insouciant plaisir d'écrire, acceptant la chose avec une forme d'humilité et le scepticisme prudent qu'on accorde aux choses magiques qui vous favorisent mystérieusement. Le 12 juin 1989, très précisément à 12h40, Maria Christina a indiqué le jour et l'horaire dans son journal. Elle reçoit un appel téléphonique qui fait basculer, pense-t-elle après coup avec un brin d'emphase, tous les possibles de sa vie en un vague souvenir, une nostalgie douce. Le téléphone sonne dans la cuisine depuis un moment et Maria Christina finit par se lever pour décrocher. Elle est dans son bureau, en train de rédiger une communication sur le plagiat dans la littérature nordique, et la sonnerie du téléphone l'exaspère. Maria Christina a toujours besoin de silence quand elle travaille. Elle a besoin de s'isoler du monde. La majorité du temps, elle écrit la nuit. Et elle boit la nuit aussi d'ailleurs. L'écriture, la nuit et l'alcool sont indissociables. J'ai abandonné le projet d'écrire l'histoire de Maria Christina Vaatonen comme s'il s'était agi d'une biographie, d'une notice ou d'un document bourré de références impératives et de notes de bas de page. J'ai décidé de faire avec l'approximation. J'ai décidé de faire avec ce que je sais d'elle et avec ce qu'on m'a dit d'elle. Je ne suis peut-être pas la personne la plus à même d'aller au bout de cette entreprise. J'ai rencontré Maria Christina tardivement, mais je veux essayer d'approcher la vérité de ce qui s'est déroulé jusqu'au 17 janvier 1994, ou du moins donner un sens à ce qui s'est passé ce 17 janvier.
traquer les indices tout au long de la vie de Maria Christina Vaatonen. Je me permets des déductions, je me permets de remplir les blancs, je me permets de compléter. Et ces circonstances dans lesquelles des décisions impossibles à justifier ont été prises font de la vie de Maria Christina Vaatonen, comme de toute vie, une trajectoire fortuite. Une trajectoire qui pourtant de loin ressemble à une existence déterminée, menée par une créature tenace et volontaire, ayant une idée précise de sa destination. Maria Christina Vaatonen est assise à son bureau, vêtue d'une sorte de chemise multicolore, beaucoup trop grande pour elle. Les deux pieds nus bien à plat sur le sol, le cou rentré dans les épaules, concentrée et tendue. Quand elle entend sonner le téléphone, Maria Christina pense que Dolores Mendes, sa femme de ménage, va aller décrocher, qu'elle va s'asseoir sur le tabouret du bar comme si elle allait entamer une longue conversation et dire, comme elle dit toujours, « Villa Vaatonen bonjour ». Dolores Mendes dit « Villa Vaatonen bonjour ». Ce genre de formule laisse entendre que l'endroit est habité par tout un tas de gens du nom de Vaatonen. En fait, Maria Christina vit au rez-de-chaussée d'une résidence qui dispose d'un patio et d'une piscine, rien qui ne ressemble à une villa, mais plutôt à un motel bien entretenu, un élégant parallélépipède blanc à façade ABCD avec diagonales qui se croisent en E. J'imagine que cette expression de Dolores Mendes, le Villa Vaatonen, est la conséquence des différents postes qu'elle a occupés précédemment chez de vrais gens riches, et qu'elle devait à cette époque formuler ce type d'annonce à chaque fois qu'elle décrochait le téléphone. Villa Nicholson, bonjour, ou bien famille Nicholson, ou n'importe quoi dans le même goût, qui fait résolument années 50 et bourgeoisie pré-Kennedy. Maria Christina, chaque fois qu'elle entend Dolores prononcer ces mots, grimace douloureusement, parce que peut-on vraiment être de gauche et avoir Dolores Mendes pour femme de ménage? Une femme de ménage, il est vrai, avec qui l'on boit des caipirinhas le soir à la table de la cuisine. Une femme de ménage cubaine, sans papier et avec 3 enfants à nourrir. Mais peut-on donc être de gauche, être une intellectuelle, et dans une certaine mesure une féministe, et supporter que votre femme de ménage qui vient d'une île misérable et tyrannisée dise ce genre de choses au téléphone? Maria Christina sort alors de son bureau en pestant et en criant à plusieurs reprises le nom de Dolores pendant le trajet jusqu'au téléphone. Elle décroche le combiné et émet un oui exaspéré en scrutant les alentours pour voir où est donc passée Dolores. Elle aperçoit un mot sur le buffet qui doit indiquer que celle-ci a dû partir plus tôt parce que son ex-mari est venu kidnapper les enfants une nouvelle fois et qu'elle n'a pas voulu déranger Maria Christina parce que quand Maria Christina travaille, respect, il ne faut pas la déranger, etc., etc. Moult circonvolutions et justifications. Mais au téléphone, la voix a fait « Maria Christina ?» Et Maria Christina reconnaît cette voix, même s'il y a plus de 10 ans qu'elle ne l'a pas entendue. Ou plutôt, elle ne l'identifie pas instantanément parce que les voix vieillissent et qu'elle n'a pas souvent entendu cette voix par l'intermédiaire d'un écouteur. Mais elle ressent une telle bouffée d'anxiété qu'elle tourne sur elle-même pour attraper une bouteille de quelque chose de froid et d'alcoolisé sans avoir à poser l'appareil. Il y a du gin près de l'évier. Elle fait une tentative en tirant au maximum le fil du téléphone et en allongeant son bras comme si cette chose-là était réalisable. Et puis, se rendant compte du ridicule de la situation, elle s'assoit par terre et elle ferme les yeux. « C'est bien moi, dit-elle. »« Maria Christina, Maria Christina, Maria Christina » répète la voix sur une petite mélodie qu'elle module comme si elle allait perdre la raison. Maria Christina se frotte les tempes. « Que veux-tu, maman ?» demande-t-elle. Et elle s'étonne d'appeler cette impulsion électrique « maman ». C'est comme un mot nouveau, encore vierge. Elle répète un peu plus fort. « Que veux-tu, maman ?» « Oh, Seigneur Dieu, ne me crie pas dessus, Maria Christina !» Et Maria Christina s'étonne encore et aussitôt que les choses en restent finalement toujours là où vous les avez laissées. Elle se dit « Et maintenant, elle va pleurer. » Et elle entend dans l'écouteur les reniflements de sa mère, toute une vague d'humidité poisseuse qui lui ceint les poumons en pénétrant par ses oreilles. Elle se dit « C'est du bidon », parce qu'elle sait que sa mère se comporte comme elle imagine qu'une mère doit le faire. Elles ne se sont pas parlé depuis 10 ans. Donc,
sa mère se laisse submerger par l'émotion et des vagues de sanglots étouffés. Elle oublie que c'est elle qui a sommé sa fille la dernière fois qu'elles se sont adressé la parole de considérer que dorénavant elle n'avait plus de mère. Marguerite Vaatonen, née Richaumont, joue son rôle comme tout ce qu'elle fait. Assez imparfaitement, mais avec ses tripes. Elle a toujours pensé que c'était suffisant. Maria Cristina regarde autour d'elle. Les piles de livres, les entassements divers, les vases de tulipes. Dolores dispose une fois par semaine des tulipes dans les 2 vases de l'entrée. C'est le luxe nécessaire de Maria Cristina, les fleurs coupées, et tout particulièrement les tulipes alanguies. Un peu trop d'eau et elles ne se dressent plus, elles s'amollissent. Quel plaisir de les voir abdiquer. Maria Cristina regarde les chaussures près du paillasson, toutes sortes de chaussures, mais colorées pour la plupart, les joints du carrelage blanc, la poussière, parce que Dolores n'est pas la reine des femmes de ménage, des moutons et puis des poils de chat qui oscillent doucement à cause de l'air s'infiltrant sous la porte, toutes choses familières et apaisantes. « Oh, ça fait si longtemps, dit la voix. » Maria Cristina n'a rien à répondre. Elle colle à la pulpe de son index le sable serti dans les joints du carrelage. Le chat passe devant elle, l'ignorant, comme s'il réfléchissait en plissant les yeux et en comptant ses pas. Il feint de ne pas remarquer qu'elle est à sa hauteur. Le chat est tricolore, ce qui induit que c'est une chatte. Maria Cristina a envie de demander à sa mère comment elle a déniché son numéro. Mais elle renonce à poser cette question. Elle n'a au fond besoin d'aucune explication. Sa mère s'est débrouillée pour la retrouver. Le reste ne serait que bavardage et justification de l'exploit. « Il faut que je te parle de ta sœur, Maria Cristina. »« Je suis très occupée. »« Oui, je sais, je devine. Mais c'est important, Maria Cristina. » Cette sale manie de ponctuer toutes ces phrases du prénom de son interlocuteur, comme pour le piéger, comme pour ne plus le lâcher ou se souvenir à qui elle s'adresse. « Ma sœur est malade ?» demande Maria Cristina. « Il faudrait que tu viennes, Maria Cristina. » Et celle de ne pas répondre directement aux questions. « Mais je ne peux pas. » Ce qui est sous-entendu là, c'est l'impossibilité de refaire le chemin jusqu'à la Maison Rose, jusqu'au cerisier en fleurs et jusqu'à la sœur. « Et il faut que tu viennes, Maria Cristina. » « Mais ce n'est pas possible. » Maria Cristina prononce ces mots en les séparant distinctement les uns des autres, comme si elle s'adressait à un enfant instable. D'ailleurs, elle parle trop fort tout à coup. Panique-t-elle ? « Il faut que tu viennes à La Pérouse, Maria Cristina. » Maria Cristina pose délicatement le combiné sur le sol. Elle se lève et elle va chercher la bouteille de gin qui est bien trop loin pour ses bras non extensibles. Elle se sert un verre et elle reprend le combiné. « Que se passe-t-il » demande-t-elle. Elle boit une gorgée. « Je dois savoir ce qui se passe avant de faire tout ce chemin. »« C'est à cause du petit Pilite. »« Mais qui est le petit Pilite » demande Maria Cristina. « Mais c'est ton neveu. »« Mina a un fils ?» Maria Cristina lève la tête. Et il y a cette affiche sur le mur devant elle. Une affiche qui dit « Une femme a autant besoin d'un homme qu'un poisson rouge d'un sac à main. » Elle ferme les yeux. Le chat repasse devant elle. Elle entend ses petits coussinets qui se décollent du sol. Elle soupire. Elle sait que sa mère va la capturer avec ses explications alambiquées. Elle ne souhaiterait que le silence. Alors elle prononce prudemment « Je vais voir. » Dégringolade architecturale. Après avoir compris ce que sa mère attend d'elle, Maria Cristina appelle Raphaël Claramunt pour lui exposer l'affaire. Elle laisse le téléphone sonner une bonne 50aine de fois. Elle est toujours assise par terre, sur le carrelage, avec le chat qui passe et qui repasse devant elle dans le rayon de soleil, comme s'il gardait l'entrée de quelque chose. Le chat s'appelle Jean-Luc, à cause de Jean-Luc Godard. C'est le chat de Claramunt qu'elle a récupéré quand celui-ci a déménagé et qu'il a considéré qu'il ne pouvait absolument pas héberger un chat s'il ne disposait plus d'un parc de 2 hectares. C'est une femelle, mais visiblement Claramunt l'ignorait. Le Mépris est l'un de ses films préférés. Jean-Luc a 20 ans.
Il ne sort plus que très rarement. Il reste les yeux plissés, immobile ou quasiment immobile, marchant au ralenti sur ses coussinets miteux. Claramunt ne répond pas. Maria Cristina raccroche et respire doucement. Elle soulève ses cheveux, les torsade, et pose son crâne contre le mur pour les maintenir et ne plus les avoir dans la nuque. Il fait chaud. Le climatiseur est encore en panne. Elle se dit qu'il faut qu'elle se coupe les cheveux très courts. Qu'elle les rase peut-être, comme elle l'a fait il y a quelques années. Elle applique ses paumes bien à plat sur le carrelage, ses mains vont laisser des traces humides. La fraîcheur semble monter dans ses poignets et péniblement jusqu'à ses coudes. Le chat, lui, ne laisse aucune trace, si ce n'est ces milliers de longs poils roux qui flottent au-dessus du sol. Elle se lève et elle sort de l'eau pétillante du frigo. Je peux restituer cette scène avec précision. Je l'ai vue faire 100 fois. Elle boit à la bouteille, une main serrant la porte du frigo comme si, en basculant la tête en arrière, elle risquait de perdre l'équilibre ou qu'elle venait juste d'apprendre à tenir debout. L'eau pétillante lui fait mal dans l'arrière-gorge. C'est comme l'attaque du gin, mais en plus rafraîchissant. Elle va dans sa chambre enfiler une robe. Elle marche les yeux presque fermés, concentrée sur ses pensées. Elle choisit la robe bleu Pacifique. C'est Claramunt qui a dit ça la première fois qu'elle l'a portée. Le Pacifique n'est pas bleu, ou alors très loin d'ici. Ici, il est brumeux. Le ciel s'y noie dans une couleur de potage de décembre, même si le soleil brille presque continuellement. Maria Cristina remonte ses cheveux en chignon. Ils sont très bruns, avec des mèches rousses à cause du chlore, ou de l'iode, ou du soleil, ou de la combinaison des trois. Ils sont emmêlés et forment comme un nid d'oiseau quand elle les coiffe ainsi. Elle se passe un rouge vermillon sur les lèvres. À part ce rouge catégorique, Maria Cristina ne se maquille jamais. Quand elle a rencontré Claramunt, à l'époque où elle travaillait pour lui, elle ne se serait jamais présentée devant lui sans tout un fouillis de fard à paupières qui lui donnait, pensait-elle, l'éclat d'une héroïne tragique. Dorénavant, elle n'utilise plus que ce rouge. Et elle laisse le soleil brunir sa peau et créer au coin de ses yeux de petits réseaux de rides émouvants. C'est elle qui trouve cela émouvant. Elle a décidé de faire plus que son âge. Cette décision correspond à un projet global. Pour le reste, Maria Cristina est une femme menue. Son corps dense pourrait être plus harmonieux si elle prenait la peine de faire du sport. Mais pour l'instant, son corps lui convient. Elle le considère comme un accessoire pratique et de bonne qualité, qui ne lui a jusqu'à maintenant jamais fait défaut. Il n'y a pas de corrélation, pense-t-elle, entre son corps et son esprit, qu'elle perçoit comme quelque chose de mouvant, fragile et vibrant à la manière d'un hologramme. Son corps est le moyen de transport de son esprit, c'est tout. C'est ainsi que, pour le moment, elle voit les choses. Maria Cristina sait que, quel que soit le système d'évaluation de son interlocuteur, elle se situe dans la catégorie des jolies femmes. Elle détient une sorte de beauté mobile, transitive. Elle a un grand don pour le mimétisme. Et elle a appris à adopter l'allure et le rythme de ceux qu'elle admire ou de ceux qu'elle veut approcher. Elle brigue cette négligence tranquille de fille bien née, soluble dans n'importe quelle situation. Maria Cristina vit parfois dans un monde de contradictions. Elle sort et récupère sa voiture garée le long du trottoir à côté des 2 clochards qui habitent là et qui, pour une raison ou une autre, ne sont jamais délogés malgré les plaintes du voisinage. On raconte que l'un est un ancien flic, celui qui a une jambe en moins, sectionnée en haut de la cuisse. Le carton placé à côté de son matelas indique qu'il l'a perdu au Vietnam. Les 2 hommes se disputent souvent, s'insultant et s'alpaguant par le col, se bousculant puis s'accrochant l'un à l'autre comme des boxeurs exténués. Au fond, ce sont des petits vieux alcooliques et très conformistes. Elle les a entendus engueuler un type l'autre jour, parce que celui-ci utilisait une scie sauteuse chez lui, un dimanche matin, la fenêtre ouverte. Maria Cristina les salue. Ils lui font des minauderies et esquissent une courbette en l'appelant princesse. Elle les entend glousser derrière elle et émettre des bruits répugnants, à cause de la robe bleue. Elle fait alors ce que personne ici ne ferait. Elle se retourne et elle lève bien haut son majeur. Monsieur Murray, le type qui est à la terrasse au dernier étage de la résidence, lui a dit qu'il avait vérifié s'il s'agissait de délinquants sexuels.
Maria Christina ne sait pas comment on vérifie ce genre de choses et ne sait pas non plus pourquoi cela intéresse M. Murray, qui n'a pas d'enfant, pas de femme, mais seulement un chien et un surpoids d'au moins 150 livres. Maria Christina démarre. Elle se dirige vers Pasadena, là où l'air sent moins le crabe. En chemin, elle s'arrête pour acheter des fraises chez le primeur, avec son parking de gravillon et sa devanture clignotante. Une gigantesque orange souriante surplombe la boutique en préfabriqué pour se signaler aux automobilistes. Elle est fascinée par les fruits qui ne sont pas de la bonne taille. En Californie, les tomates sont grosses comme des melons, et les melons aussi gros que des pastèques. Elle a l'impression d'être dans un vieux film de science-fiction. Les fruits luisent d'une manière à la fois avenante et inquiétante sous les néons du magasin. Elle achète une barquette de fraises, qui ressemblent à des personnages de dessins animés, il ne leur manque que la parole. Les fraises ne sont pas pour elle. Pour rien au monde, elle ne mangerait de ces fruits contre nature. Elle les apporte à Claramunt, qui aime tout ce qui est artificiel. Claramunt habite dans une résidence qui ressemble à celle qu'occupe Maria Christina. Il n'aime pas cet endroit. À l'époque où Maria Christina l'a rencontré, il vivait dans un manoir au milieu d'un parc. Un manoir construit en 1952 sur les hauteurs de Beverly Hills, avec des matériaux que la vieille dame qui l'habitait avant lui avait fait venir de France. Cette ancienne star du muet s'y était effondrée aristocratiquement, entourée de faux trophées de chasse, mais de vraies pierres des Tuileries. Il y avait une serre dans le parc du manoir. C'était là que la vieille dame recevait ses invités. Ce que Claramunt avait également fait quand il avait racheté l'endroit à la mort de la vieille dame. Une résidence avec coursive et digicode ne peut pas remplacer un lieu aussi spectaculaire. Claramunt passe une grande partie de son temps à énumérer les inconvénients à habiter dans un bâtiment moderne à faible coût d'entretien. Il sort sa chaise longue sur la coursive, il encombre le passage et il déplace son siège 10 cm par 10 cm toute la journée pour suivre la course du soleil. Maria Christina perçoit une forme de désespoir dans ce désir de rester au soleil en permanence, une sorte de dépression élégante de chien de race. Claramunt la voit arriver depuis la galerie du 2e étage. Il a les yeux fermés, mais avec cette intuition effrayante qu'il cultive pour mettre les autres mal à l'aise, il sait que Maria Christina vient de pénétrer dans la résidence. Il l'a, elle, pour signaler sa présence, comme si c'était nécessaire. Elle grimpe jusqu'à lui. Il lui désigne un tabouret à côté de lui sur lequel sont posés plusieurs livres, tout cela sans ouvrir les yeux, sans qu'aucun muscle de son visage ne bouge. Il est habillé tout en blanc comme d'habitude. On l'imaginerait porter des chemises de lin ou de coton, mais il préfère les tissus synthétiques parce qu'il crisse sous l'ongle et que l'odeur de sa transpiration indispose ses interlocuteurs. Et qu'aime plus au monde Raphaël Claramunt, sinon indisposer ses interlocuteurs. Raphaël Claramunt a été un immense écrivain. Si tant est qu'on puisse l'être au passé sans être tout à fait mort. Avant que sa consommation excessive de drogue ne mette fin à ses rêves de Nobel. Il ne fait actuellement plus grand-chose d'autre que fumer de l'héroïne et manger. Il est d'une corpulence largement au-dessus de la moyenne, même dans un pays où l'on élève les petits-enfants avec des hormones de croissance et des produits laitiers. La mère de Maria Christina aurait pu dire, si elle l'avait rencontré, ce qui est une chose absolument impossible, quel que soit l'espace-temps où l'on se place, mais en imaginant qu'elle se soit retrouvée face à un homme de ce calibre par on ne sait quelle fortuité, elle aurait sans doute dit « Tu parles d'une armoire à glace ». Mais l'air de langueur un peu dépravé qu'il arbore dément cette appréciation. Si Raphaël Claramunt est un gigantesque personnage, il ne fait rien de cette singularité, à part s'amuser du saisissement qu'elle provoque chez tout un chacun. Il y a 10 ans, Maria Christina était très amoureuse de lui. On ne peut pas vraiment considérer que ce n'est plus le cas. « J'aimerais savoir ce qui amène la lumière de mes jours auprès de son vieux protecteur, dit-il, en se tournant vers elle avec lenteur. Il la regarde, de ses yeux perspicaces d'un bleu électrique presque factice. Ses pupilles sont aussi petites que des têtes d'épingle. Il a des traits d'une grande beauté, même s'il donne l'impression d'être perdu au milieu de son visage, ce visage qui ne paraît pas à la même échelle que le vôtre.
On dirait un défaut de perspective. D'une certaine manière, cela fascine Maria Cristina. Elle pense que sa grâce inhospitalière a à voir avec la monarchie absolue et ses descendants. Elle trouve qu'il ressemble à un acteur qui joue le rôle d'un roi cruel, un roi qui vous rappellerait en permanence qu'être la lumière de ses jours est non seulement un privilège, mais aussi une charge. Maria Cristina dépose la barquette de fraises géantes sur le tabouret qui sert de table basse. « Je vais d'abord boire un verre d'eau à l'intérieur, je reviens, dit-elle. »« Prends ton temps, plaisir de mes sens, je ne bouge pas. » L'appartement de Claramunt est sombre, et il est encombré de tout ce dont il n'a pas réussi à se débarrasser quand il a été obligé de revendre le manoir. Les stores en bois sont toujours fermés, comme s'il craignait que la lumière du jour n'abîme ses livres et ses peintures. La sensation d'entrer dans une caverne est accentuée par la crudité de la lumière extérieure. À cause de l'obscurité, il semble faire frais. En réalité, il fait chaud et nuit. L'odeur de Claramunt, une odeur d'homme, piquante, suante et d'une certaine façon nourrissante, envahit aussitôt Maria Cristina. Elle la respire à plein poumon. Elle voudrait lui prendre un foulard, un de ces foulards de soie qu'il porte tout le temps, pour le garder, le rapporter chez elle et le humer quand l'envie lui en prend. Ce désir dure une fraction de seconde. C'est comme une épine de ronce glissée dans sa chaussure. Maria Cristina secoue la tête, écarquille les yeux et va jusqu'au robinet. Elle laisse couler un moment, mais l'eau est tiédasse et trop javellisée. « Il y a de l'eau au frigo !» crie Claramunt depuis l'extérieur. Maria Cristina ouvre le réfrigérateur, énorme, ventru, ronronnant. Ses entrailles lumineuses sont pleines de nourriture stockée dans des boîtes de plastique translucides au couvercle coloré. Chaque couleur correspond à un certain type de denrée. Rouge pour les légumes, vert pour le bœuf, boulettes, ragoûts, émincés. Le choix des couleurs n'est pas anodin. Il dit que Claramunt déteste les évidences. Bleu pour le poulet, jaune pour les soupes, etc. Maria Cristina prend de l'eau dans la porte du frigo, puis elle jette un œil par l'entrebâillement de la porte du bureau de Claramunt. Tout y paraît fossilisé sous une très fine couche de cendres pompéiennes. L'ordinateur a 2000 ans. Il ne doit plus fonctionner, mais il y a des notes écrites à la main posées à côté et des piles de livres en équilibre précaire. On pourrait croire que quelqu'un a travaillé ici il y a encore peu de temps. Elle entre dans le bureau juste un instant. Elle se souvient de l'époque où elle travaillait pour lui. Maintenant, tout est en vrac. Il y a ces vieux contrats d'édition éparpillés sur le sol. Maria Cristina les ramasse. Elle ne peut s'empêcher de lire les 2 pages sur lesquelles ses yeux tombent et n'auraient pas dû tomber. Ou peut-être que tout était dans ce désordre pour qu'elle tombe un jour sur les contrats que Claramunt signait avec Rebecca Stein. Elle ne prend pas instantanément la mesure de ce qu'elle vient de lire. C'est comme si elle entreposait l'information quelque part afin de la faire jaillir le moment voulu. Maria Cristina ressort dans la lumière éblouissante et s'assoit à côté de Claramunt. « Comment vas-tu » commence-t-elle en n'étant plus du tout sûre de vouloir lui dire ce qu'elle est venue lui dire. « Comme tu peux le voir, j'attends le grand tremblement de terre et tente d'éloigner mes esprits animaux. Mais je suis dérangée en permanence par le freluquet d'à côté qui m'importune parce qu'il ne sait pas téléphoner autrement qu'accouder à la rambarde. Il tire le fil jusqu'à la coursive et il parle. L'infect personnage est bon à tout faire dans un hôtel, mais il harcèle son agent toute la journée, ou alors il prend des rendez-vous galants qui, espère-t-il, lui permettront de devenir la nouvelle coqueluche de nos collines. Il suce des bites dans son appartement, les fenêtres ouvertes, et il s'adonne à ce passe-temps avec une tendance plébéienne à la fioriture. Si les réputations existaient encore, je prendrais un malin plaisir à ruiner la sienne. » La façon de s'exprimer de Claramunt, avec de l'italique et peut-être même des lettrines ornementées, si elle exaspère une bonne partie des gens, amuse Maria Cristina et la détend. C'est comme si elle se retrouvait en terrain connu. Elle lui prend la main et elle lui serre 2 doigts. Il répond à cette pression et il ouvre un œil. « Quelle raison t'amène jusqu'à moi, pleine de grâce ?» « J'ai rêvé cette nuit d'un homme qui avait 7 doigts à la main gauche, » répond-elle.
Ce n'est pas pour me raconter ça que tu es venue me voir, dit Claramunt. Non. Quelque chose te chagrine, ma toute belle? Je me pose des questions. Mais à quel propos? À propos des enfants. Il la regarde avec stupeur, fronce les sourcils. Alors si tu as l'intention que je te fasse un enfant, si tu ressens le moindre tiraillement dans tes entrailles, il me semble avant tout nécessaire de te détromper. Je peux t'assurer que tu serais la première et sans doute l'unique personne avec qui je me lancerais dans cette sorte de débat, si toutefois je n'avais pas définitivement abandonné la partie. Je ne couche plus avec personne. Et je ne suis de toute manière qu'un gros homme infécond. Il ne s'agit pas de cela, dit Maria Christina. Alors si nous pouvons éliminer cette sollicitation, explique-moi de quoi il retourne. Maria Christina soupire. Tu détestes les femmes enceintes. C'est faux. Elles ne sont pas toujours à leur avantage et cela choque quelque peu mes normes esthétiques. Oh, j'aime pas quand tu parles comme ça, on dirait un insupportable phallocrate qui n'en a qu'après les petits seins d'adolescentes gros comme des prunes et des chutes de reins parfaites. Mais tu sais que c'est faux, mon extravagante. Il sourit. Il porte la main de Maria Christina à ses lèvres et il pose la sienne sur la cuisse de la jeune femme. C'est une main formidable, qui échappe elle aussi aux dimensions communes. C'est comme si un petit animal en fourrure avait décidé de s'endormir sur la cuisse de Maria Christina. Elle a d'ailleurs l'impression d'avoir tout à coup beaucoup plus chaud. Une sorte de problème de ventilation sous son crâne. Mais comment élucider l'effet que produit sur elle ce gros et pédant toxicomane? Ne me dis pas que tu es enceinte. Ah non, non, grand Dieu, non. Alors que se passe-t-il, soleil de mes nuits? J'ai reçu un coup de fil de ma mère. Je ne lui avais pas parlé depuis 10 ans. Ah, je suis surpris. Et de quoi? Eh bien, je suis surpris qu'elle t'appelle puisque tu as dit toi-même qu'elle était morte il y a une quinzaine d'années. Mais j'ai jamais dit qu'elle était morte. Bah, tu l'as écrit. Mais ce livre était un roman, Clare. Ah, pardonne ma vulgarité, mais tout aurait donc été réel dans ton premier roman, excepté la mort de ta mère? Et celle de ma sœur? Tu as une sœur vivante. Elles ne sont pas mortes dans un accident de voiture alors qu'elles se rendaient à je ne sais quelle cérémonie religieuse que ta mère affectionnait tellement? Si tant est que cette dernière indication fût véridique. Eh ben non, elles sont pas mortes, dit Maria Christina. Eh bien, tu me vois charmée de cette nouvelle. Claramunt se renfonce dans son siège et tente une dernière mise au point. Mais pourquoi tu m'as jamais dit qu'elles étaient toujours vivantes? Et je ne t'ai jamais vraiment parlé d'elles. Bah si, mais toujours au passé, rétorque Claramunt. Maria Christina se rend compte qu'elle n'a pas fait les choses dans le bon sens. Elle s'étonne un instant que Claramunt en sache tant, et si peu, à son propos. Il a retiré sa main de sa cuisse. Il a l'air offusqué, comme lorsqu'elle l'a quitté il y a de cela quelques années. Elle sent qu'il va dire quelque chose d'acerbe. Il va vouloir la blesser. Il ne lui demande pas pourquoi la mort de sa mère et celle de sa sœur sont les seuls éléments inauthentiques du livre. Il est vexé qu'elle ne lui ait pas fait confiance. Mais c'est elle qui dit « Laisse tomber. Je ne te comprends pas, Maria Christina. » Laisse tomber. Elle se lève. Elle retourne dans l'ombre de l'appartement pour déposer le verre qu'elle avait emporté dehors. Et elle voit, sur le rebord de l'unique chaise de la cuisine, un foulard violet avec des motifs tarabiscotés. Elle le prend et elle le glisse dans son sac. « Je repasserai, Clare. Il faut que je m'aère. »« Va !» Il fait un geste de la main, comme s'il la congédiait. Claramunt est un homme dont l'orgueil est parfois un handicap. Maria Christina sort de la résidence et remonte dans sa voiture. Elle regarde l'heure et elle se dit qu'elle devrait pouvoir retrouver Joanne au restaurant où celle-ci travaille. Les filles qui trouvent leur place. Joanne est ce qui se rapproche le plus d'une meilleure amie pour Maria Christina. Elles se sont connues à l'époque où Maria Christina est arrivée en Californie et qu'elle a commencé à travailler pour Claramunt dans son manoir. Joanne était la colocataire de Maria Christina et il s'était très vite avéré qu'elle était enceinte. Elles avaient attendu ensemble ce bébé. La terre tremblait beaucoup à cette période.
ce qui au début avait terrifié Maria Cristina, puis l'avait simplement désorientée. Joanne passait tout son temps allongée sur le canapé à regarder des matchs de hockey à la télé et à se goinfrer de chips au paprika en buvant des sodas aux édulcorants. Le bébé était né. C'était un garçon. Joanne l'avait appelé Louis, comme son propre père. Maria Cristina avait brodé tous les habits du nouveau-né à son prénom. Sa mère lui avait appris le passé empiétant, le point de chaînette, le point de fougère, le point de nervure et le point de croix. C'était agréable que ce savoir-faire servît enfin à quelque chose. Louis a maintenant une 12aine d'années. Il porte des pantalons rouges et une unique mitaine en cuir clouté. C'est un gentil garçon, mais qui ne veut pas ressembler à un gentil garçon. Il vient nager régulièrement dans la piscine de la résidence de Maria Cristina. Joanne est barmaid. Quelquefois, afin d'arrondir ses fins de mois, elle travaille pour une société de messagerie rose. Elle parle à des types qui appellent un numéro surtaxé. Elle leur dit comment elle est habillée, que leur voix l'excite et ce qu'elle ferait avec eux s'ils étaient là. Maria Cristina est parfois auprès d'elle quand ces types appellent. Elle écoute son amie dire des choses très crues, comme si elle jouait dans un film porno. Son nom de messagerie rose est Dahlia. Les besoins sexuels des hommes fascinent Maria Cristina. Elle s'est déjà dit plusieurs fois qu'il faudrait qu'elle écrive quelque chose là-dessus. Quand elle en a parlé à Joanne, celle-ci a trouvé que c'était une bonne idée. Puis elle a redouté d'apparaître dans un livre de Maria Cristina. « Je ne veux pas de problème avec mes patrons », a-t-elle dit. « Mais tu n'en auras pas. Ce ne serait ni un documentaire ni un témoignage. Ce serait un roman. » « Ouais. » Mais Joanne semble parfois plus gênée qu'avant par l'activité de son amie. C'est peut-être dû au succès de Maria Cristina, ou à ce qu'on dit en général des romanciers qui pillent la vie de ceux qui les entourent. Si elle réfléchissait à la question, Maria Cristina serait blessée par la méfiance de Joanne. Alors elle évite de trop y penser. Maria Cristina gare sa voiture sur le parking devant l'établissement où Joanne est barmaid. C'est un restaurant, galerie d'art, bistrot, salle de spectacle. Tous les murs intérieurs sont peints en noir. Les gens qui travaillent là sont jeunes, célibataires, tatoués, et ils portent des habits bizarres. Joanne est plus âgée qu'eux. Elle a quelque chose d'une ancienne égérie, ce qu'elle n'est pas. Comme un mannequin qui aurait été la muse d'un couturier. Elle rit très fort. Elle est très maigre. Et elle appelle tout le monde Coco. Joanne est vraiment à l'aise avec ce qu'elle devient en vieillissant. Qu'elle ait fait un bébé toute seule n'est un problème pour personne ici. Joanne sort justement fumer une cigarette. Elle dit souvent qu'elle a besoin d'air au milieu des murs noirs et puis c'est dehors qu'elle passe ses coups de fil. Elle a un téléphone mobile Motorola. Maria Cristina croit se souvenir que c'est sa boîte de messagerie rose qui le lui a fourni. Peu de gens en disposent. Maria Cristina n'y voit aucun intérêt. Elle déteste l'idée d'être joignable à tout moment. Et elle trouve ça ridicule que son amie parle seule sur le parking du restaurant. Elle lui dit « Tu t'aliènes, Joanne ». Mais Joanne hausse les épaules. Elle adore posséder quelque chose que personne ne détient. Maria Cristina et Joanne s'embrassent et s'assoient sur le muret à l'ombre. Maria Cristina n'aime pas l'odeur du macadam chauffé au soleil, ni celle des gaz d'échappement de tous les abrutis qui font tourner leur moteur pour écouter leur autoradio. Joanne s'en amuse et répète que c'est son côté fille de la campagne. Maria Cristina se récrie. Elle réplique qu'elle exècre la campagne. C'est simplement que cette odeur de bitume lui colle autant aux poumons que le revêtement lui colle aux semelles. L'air est parfaitement immobile. On dirait presque un dimanche après-midi. Des corbeaux se bagarrent en plein soleil, au loin, près du fast-food. Ils mangent des restes de beignets de poulet et ils habitent là, maintenant, et ils sont devenus exclusivement carnivores. Ma mère m'a appelée pour me dire que ma sœur avait eu un enfant, commence Maria Cristina. Bonne nouvelle? Pas vraiment. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.